On va donc aller sur le terrain. Il est déjà en ligne, Sékou Tangara. Il est le directeur de l'information de la chaîne panafricaine Africable. Avec lui, tout à l'heure, nous allons revenir sur le rapport entre la haute autorité de la communication et la presse malienne. Surtout que la maison de la presse a sorti un communiqué pour rejeter une décision, une instruction de la HAC. On en est à quel niveau la matérialisation de tout cela sur le terrain et globalement, comment la gestion de la transition est perçue aujourd'hui par les Maliens? Nous allons lui poser toutes ces questions. On refait le monde, l'invité. Sékou Tangara, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, chers confrères. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'information de la chaîne panafricaine Africable. Nous avons des questions à vous poser justement sur le rapport actuellement entre la haute autorité de la communication et la presse dans sa globalité. Bouakar Sansobari va vous poser la toute première question. Monsieur Tangara, récemment, la haute autorité de la communication, en application d'une décision des autorités, a instruit les médias de ne plus donner la parole aux acteurs politiques et aux acteurs de la société civile menant des activités politiques. Et la maison de la presse a réagi à cette décision et a demandé qu'elle soit ignorée. Comment est-ce que vous analysez, comment est-ce que vous percevez la réaction d'abord de la maison de la presse face à ce communiqué de la HAC? Oui, moi je pense que la réaction de la maison de la presse était tout à fait justifiée et appropriée, hein, parce que même lorsqu'on s'en tient au décret pris en Conseil des ministres, nullement la presse n'avait été visée. L'esprit du décret, c'était la suspension des activités des partis politiques, également des activités des mouvements et associations à caractère politique. Nullement la presse n'avait été visée. Donc, de ce point de vue-là, pour nous, la réaction de la maison de la presse était tout à fait justifiée parce que la presse n'était pas visée, n'était pas comprise dans ce décret pris en Conseil des ministres. Oui, la presse n'était pas explicitement visée dans le décret du président, mais est-ce qu'on peut imaginer que la presse puisse donner la parole à des acteurs qui sont interdits d'activité sur le terrain malien? Oui, tout à fait. On peut dire que la HAC, la haute autorité de la communication, s'est fourvoyée parce que même quand on prend ce communiqué de la HAC, il n'y avait aucun fondement juridique. C'est-à-dire, même si vous devez donner des instructions à la presse de ne pas couvrir ci, de ne pas couvrir cela, il faut sourcer, il faut des références juridiques, il faut se référer à tel ou tel article. Ici, la presse est régie par la loi du 7 juillet 2000 portant régime de presse et délit de presse. Ça n'a pas été évoqué, le code pénal, ça n'a pas été évoqué. Et même lorsqu'on se réfère à la dernière constitution adoptée par référendum, par cette même transition, la liberté d'informer est consacrée par la constitution. Donc de ce point de vue-là, la HAC c'est vraiment fourvoyé. C'était juste comme si elle voulait plaire aux autorités en place. Donc voilà, raison pour laquelle ça ne pouvait pas prospérer, ça ne pouvait pas passer au sein de la presse. Et finalement, depuis que le communiqué de la HAC a été rendu public, comment est-ce que les médias se comportent sur le terrain? Est-ce qu'on entend des acteurs publics sur les zones des médias maliens ou bien on est plutôt méfiant? Bon, ça a eu deux réactions. Il y a une première réaction. Vous savez, au Mali, on est dans un régime d'exception, donc les voix discordantes ont souvent du mal à passer sur le plateau des radios et des télés pour donner leur opinion, hein, bien avant même le décret et bien avant même le communiqué de la HAC. Les voix discordantes avaient peur, hein, parce qu'elles sont souvent fustigées sur les réseaux sociaux. Donc le communiqué de la HAC est venu renforcer leur réticence à venir sur le plateau. Ça, c'est la première réaction. La deuxième réaction, c'est une réaction d'orgueil de la presse. Vous savez, entre confrères, lorsque on décide de passer nous-mêmes à droite, et quelqu'un qui nous dise, qui nous oblige à aller à gauche, même si on voulait aller à gauche, la presse se radicalise, elle se braque.
Donc la deuxième réaction, il y a des confrères qui ont multiplié les émissions politiques. Ils ont renforcé le volume d'émissions consacrées aux partis politiques, aux hommes politiques, une façon peut-être indiscrète de narguer la haute autorité de la communication, de lui remettre à sa place qu'elle n'aurait pas dû quitter. Donc ce sont ces deux réactions-là qu'on a observées au niveau de la presse depuis le communiqué de la HAC et puis depuis le décret pris en Conseil des ministres. Dans la même logique. Oui. Finalement, jusqu'ici, est-ce qu'il y a eu peut-être des démarches en termes de sanctions? Est-ce que des médias ont été menacés pour avoir donné la parole à ces acteurs politiques? Ou pour avoir intensifié les débats politiques? Non. Aucune presse n'a été, menacée. Au contraire, on sent une certaine gêne au niveau de la HAC. On a même compris que certains, au niveau du collège, ont essayé de se solidariser, qui ont appelé des confrères pour leur dire que peut-être que c'est sur les réseaux sociaux, eux-mêmes, en tant que membres du collège, ils ont vu ce communiqué de la HAC. Parce que il faut aussi savoir, la HAC, son tutelle ici, c'est la primature. Et le mode de désignation de la HAC, c'est un collège de 9 membres. Donc, 3 désignés par le président de la République, actuellement le président de la transition, 3 désignés par le président du Parlement et 3 par les faîtières de la presse. La HAC elle-même est logée au niveau de la primature. Donc, il peut y avoir peut-être cette tentative, peut-être de vouloir plaire aux autorités en place. Mais il y a vraiment de la gêne aujourd'hui au niveau de la HAC et on ne peut pas dire que des médias aient été inquiétés, aient été menacés parce qu'ils ont donné la parole à des hommes politiques. Et ce qu'il faut également rappeler, c'est que la HAC a oublié qu'une manifestation interdite, par exemple, par les autorités, n'est pas interdite de couverture par la presse. Donc, par rapport à l'esprit du décret des autorités, elle s'est vraiment fourvoyée. Et aujourd'hui, voilà, c'est la gêne. Oui, mais je reviens sur une question posée par Sansou Bari. Donc, depuis après cette décision des autorités interdisant toutes les activités politiques, est-ce que les hommes politiques exercent des activités sur le terrain depuis parce qu'on nous apprend qu'un parti a même été dissous, c'est ça? Une coalition. Non, pas à notre connaissance. Les seules activités des partis politiques qui l'on remarque souvent, ce sont des communiqués. Par exemple, récemment, il y avait un dialogue intermalien. Il y a eu des communiqués des partis politiques demandant à leur base soit de participer au dialogue, soit de ne pas participer. Mais en termes d'activités, de meetings, de conférences de presse, d'activités proprement dites des partis politiques, ça, nous n'avons pas encore observé. Et comment les politiciens eux-mêmes réagissent sur cette décision prise par les autorités? Est-ce qu'elle a tendance de prospérer sur le terrain? Si. Les politiques n'ont même pas digéré. On peut dire qu'ils ne sont pas au bout de leur surprise parce que le décret pris la semaine dernière, ce décret suspendait, par exemple, les activités des partis politiques. Mais hier également, lors du Conseil des ministres, il y a eu un autre décret qui vient non pas suspendre, mais dissoudre un mouvement dit l'appel du 20 février qui demandait à la transition de partir à la date échue, puisque la fin de la transition c'était le 26 mars dernier. Donc ce mouvement-là qui battait, qui faisait beaucoup d'activités sur les réseaux, ce mouvement a été dissous par un décret pris en Conseil des ministres. Donc les partis politiques n'ont pas eu le temps d'abord de digérer la suspension de leur activité. Et qu'aujourd'hui, ceux quand même qui voulaient en découdre avec la transition, leur mouvement à travers lequel ils voulaient porter cette revendication-là, ce mouvement a été carrément dissous hier lors d'un décret pris en Conseil des ministres. Oui, c'est Keita. Alors, on sait que cette décision, on va dire qu'elle est souveraine de la HAC, mais est-ce que l'exécutif même a eu à appuyer la démarche de la HAC, ou tout au moins, malgré que la décision ne soit pas acceptée et appliquée au niveau des médias, est-ce que l'exécutif a eu à agir dans ce sens, c'est-à-dire en mettant la pression pour dire vous avez interdit mais ce n'est pas suivi à la lettre et il faut agir? Bon, même s'il y a eu des réactions comme ça de la part de l'exécutif, peut-être que ça n'a pas été porté
sur la voie publique. On n'a pas eu connaissance de cela. On n'a pas vu aucun membre du gouvernement réagir au communiqué de la HAC. Tout ce qu'on entend, les bribes qui viennent par-ci, par-là, que souvent c'est des désapprobations. Par exemple, certaines sources indiquent que des membres du gouvernement, sinon du régime, ont mal pris le communiqué de la HAC, puisque pour eux, ça rend difficile un peu le travail de la transition, parce qu'il y avait quand même une certaine presse. Au moment où il y avait la guerre au Mali, au moment où il y avait la conquête de Kidal, il y avait une certaine presse qui parlait de traitement pratique de l'information, des confrères qui pensaient qu'il fallait mettre le pays avant la profession. Et voilà, donc même au sein de la presse, il y avait des soutiens à la transition. Mais quand même, cette fois-ci, de façon unanime, majoritaire, toute la presse s'est léguée derrière la corporation pour crier à une tentative de musellement, à une tentative de restriction de liberté d'informer et de droit à l'information. S'il y a eu des réactions de l'exécutif, nous, on ne les a pas perçues de façon officielle, mais de façon informelle, on apprend que certaines pontes du régime ne seraient pas contentes de la réaction de la HAC vis-à-vis de la presse. Est-ce que les médias d'État font partie de la maison de la presse également? Oui, justement, la maison de la presse, par exemple, la vice-présidence est d'office occupée par l'ORTM, oui, par le média d'État. Mais la HAC, l'instance de régulation en tant que telle, c'est beaucoup plus pour les services audiovisuels privés. Voilà, c'est... Ce débat, ce communiqué de la HAC est venu remettre sur le tapis le débat vraiment sur le rôle de la HAC, parce que c'est une instance de régulation, mais on ne doit pas l'apercevoir comme un gendarme ou comme un professeur de français ou de littérature qui vient donner des cours quand vous dites un professeur de suivi et dirigé à la presse, oui, par rapport au sens d'un décret. Puisque les relations doivent être horizontales, on l'a dit, la HAC est une émanation de la presse, la relation avec la corporation doit être horizontale, mais de plus en plus, si la HAC tombe dans une verticalité, ça devient de la suffisance, de la condescendance, et naturellement, lorsqu'on essaie, on tente d'orienter la presse, elle se braque très très facilement. Allez-y, Kiaro Amadou. Quand vous dites que la HAC ne devrait pas être un professeur de français, ça me rappelle le passage ici à Conakry des présidents des institutions de régulation du Mali, du Burkina, mais aussi d'une autre, de la haute autorité de la communication ici. Et les trois instances ont fait un partage d'expérience, et dans la salle, le président de la HAC du Mali nous avait fait savoir qu'il était en train de travailler sur un manuel qu'il allait partager aux rédactions sur des termes qu'il faut utiliser, notamment par rapport au nord du Mali et au nord Mali. Est-ce que cet autre chantier, il a réussi? Est-ce qu'ils sont allés... Même la notion de junte qui serait désormais interdite dans la presse malienne, est-ce qu'il a réussi à faire passer cette décision? C'est vocable. Voilà, c'est vocable là. Mais je voudrais aussi que vous reveniez un peu pour moi sur la maison de la presse. Son fonctionnement. Au Sénégal, on sait que c'est un EPA qui relève du ministère des Finances et de l'Information. En Guinée, c'est purement les associations de presse. Comment la maison de la presse du Mali fonctionne? Est-ce que le président est nommé par décret? Non, le président de la maison de la presse n'est pas nommé par décret. Ce sont les faîtières. Il y a un certain nombre de faîtières. Il y a l'association des éditeurs et patrons de presse, il y a le groupement professionnel des agences de communication, il y a l'URTEL, l'Union des radios et télévisions libres. Donc ce sont ces principales faîtières-là mises ensemble qui élisent le président de la maison de la presse, son comité de pilotage pour un mandat de 4 ans. Le reste, voilà, la maison est subventionnée par l'État. Par exemple, le siège dans lequel il se trouve présentement a été offert par le président Amadou Toumani Touré. Donc c'est l'État qui s'occupe du siège, mais le fonctionnement, les cotisations, voilà, ce sont les faîtières de la presse eux-mêmes. Par rapport à la question sur le manuel, effectivement,
À un moment, le président de la HAC du collège passé avait pensé qu'il y avait des éléments de langage qui discréditaient les autorités, par exemple des éléments de langage comme chef de la junte ou la junte pour désigner. Effectivement, ce manuel-là est passé, cette circulaire-là est passée au niveau de la rédaction. Au début, le respect n'a pas été facile, mais à partir d'un certain moment, je pense que tous se sont entendus sur ça, parce que c'est la charte de la transition qui désigne l'appellation c'est le président de la transition, c'est pas le président de la République, c'est pas le chef de la junte, mais le numéro 1 de la transition, c'est le président de la transition, comme le stipule la charte de la transition. Bon, à l'époque, la Constitution étant entre parenthèses, donc les journalistes, s'ils voulaient rester légalistes derrière la loi, n'avaient autre choix que de se conformer à l'appellation édictée par la charte de la transition, à savoir le président de la transition et non le chef de la junte. Oui, mais l'autre question que je me pose, quand vous souvenez de ce rappel que je viens de faire, du passage du président de la HAC ici en Guinée, je ne sais pas si c'est toujours le même qui continue à être président de la HAC, et quand vous voyez cette histoire de deux poumons dans un même corps entre le Mali et la Guinée, et que vous voyez que la junte ou les autorités en Guinée sont en train de réussir, pour elles, sont en train de réussir à museler la presse, est-ce que vous craignez un effet domino? Est-ce que vous craignez que ce qui se passe en Guinée se transporte autrement, l'effet contagieux? Non, pas du tout, parce que quand on se réfère un peu à l'histoire médiatique du Mali, les premiers journaux de contestation ici, par exemple, c'était les Échos, qui avaient été créés par le président Alpha Omar Konaré. Et la date de création des Échos en dit long, puisque les Échos ont été lancés au Mali le 17 mars 1989. 1989, Alpha Omar Konaré l'a expliqué lui-même, c'était pour marquer le bicentenaire de la Révolution française. Et la date du 17 mars, c'était pour marquer également le 7e anniversaire de l'assassinat d'un leader estudiantin, Abdul Karim Kamaradi Cabral, qui avait été assassiné dans les geôles du Kampara de Djikoroni sous le régime Moussa Traoré en 1980. Donc les Échos sont venus 7 ans après pour non seulement marquer le bicentenaire de la Révolution française, également le 7e anniversaire d'un leader estudiantin. Et c'était en plein régime Moussa Traoré. Après les Échos, il y a eu d'autres journaux, La Roue, Aurore. Ils n'ont pas du tout facilité le travail au régime Moussa Traoré qui est tombé 2 ans après. Donc au Mali, ici, le subconscient fait qu'on pense toujours à cela. La presse s'est exprimée même au plus fort de la dictature. Donc c'est pas maintenant où tout le monde connaît tout le monde que voilà, on peut essayer de l'impressionner ou de l'obliger à aller dans un sens. Non, pas du tout. Je ne crains pas du tout cet effet contagion, parce que l'avènement de la presse plurielle ici au Mali a débuté au plus fort du régime Moussa Traoré. Et 2 ou 3 ans après, il a chuté le 26 mars 1991 et le rôle de la presse a été déterminant dans la chute du régime Moussa Traoré. Oui, Monsieur Tangara, mais vous savez aussi que le Mali aussi avait eu un certain nombre d'acquis aussi d'un point de vue politique, mais cette décision de suspension est observée par beaucoup aussi comme justement un recul, une radicalisation des autorités maliennes. En plus, il faut rappeler aussi même le tiraillement, je crois qu'ils ont été dissous, vous pouvez me confirmer, le mouvement des étudiants aussi. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette radicalisation aille aussi plus loin, à ce que même éventuellement la maison de la presse aussi subisse le même sort? Et sinon, du coup, qu'est-ce que la société civile malienne en général, donc les partis politiques, les étudiants, est-ce qu'ils envisagent aujourd'hui du coup une certaine résistance pour pouvoir justement arrêter ce qui peut être qualifié de radicalisation des autorités? Autrement, de dictature. Oui, voilà, de façon générale, la posture de la presse, si on la remarque, elle n'est pas
directement dirigée contre les autorités. Peut-être que c'est la HAC qui a mis les autorités dans cette situation-là. Au niveau de beaucoup de journaux, il y a des soutiens de la transition. De façon générale, la réaction du public, voilà, le public est pour cette réaction-là, que tout le monde s'exprime, qu'il y ait la libre expression. Puisque dans un pays où il y a beaucoup de problèmes, crise énergétique, si les gens ne s'expriment pas, souvent ce n'est même pas bon pour le régime lui-même. Donc, radicalisation, bon, ce qui se passe entre le pouvoir et les hommes politiques, ici la presse essaie toujours de faire le distinguo pour ne pas être instrumentalisé par un camp comme par un autre. Donc la posture, le niet à la HAC par exemple, n'est pas du tout dirigée contre les autorités de la transition, même si par ailleurs au niveau des médias, au niveau des débats, les gens ne comprennent pas pourquoi de plus en plus le régime essaie d'aller vers la restriction des libertés, la suspension des activités, la dissolution de mouvements. Voilà, la presse aurait voulu qu'on laisse tout le monde s'exprimer. Et puis à la fin, il y a un peuple qui, lui, pourrait juger de la pertinence ou de l'impertinence des opinions de tel ou de tel, voilà, de façon générale. Justement, pour poursuivre dans la même lancée que Baïla, moi je voulais savoir, parce que a priori les populations maliennes soutiennent plutôt les autorités en raison du contexte qui a prévalu ou qui prévaut encore au Mali, la crise sécuritaire, les divergences avec la France. Est-ce que les dernières décisions qui ont été prises, notamment encore une fois celle de la suspension des activités politiques, est-ce que c'est une décision qui commence peut-être à faire douter les populations maliennes, à leur dire que peut-être qu'il ne faut pas laisser le champ totalement libre aux autorités de la transition? Oui, cette question, on peut la répondre par l'affirmative. Il commence à y avoir des sceptiques. Parce que quand on fait un peu la genèse des événements, on avait expliqué la non-tenue de la présidentielle par la reconquête du territoire et également par le fait qu'une société française, Idemia, pour ne pas la citer, avait pris en otage les fichiers, les données biométriques. Mais depuis le 14 novembre dernier, la ville de Kidal est tombée dans le giron. Kidal a été réoccupé par l'armée malienne. Et puis depuis quelques semaines également, l'État malien, à travers des informaticiens, nous a fait savoir qu'il est parvenu à se réapproprier le fichier. Donc les arguments qui étaient avancés il y a quelques mois pour expliquer la non-tenue au contexte sécuritaire, combat à Kidal ou fichier électoral, ces arguments-là ne tiennent pas. Et quand on écoute aujourd'hui l'opinion, voilà, c'est ce type de questions qu'elle commence à se poser. Pourquoi ne pas aller vers l'élection présidentielle, quitte à ce que peut-être les militaires, même s'ils doivent se présenter, pourquoi ils ne s'assument pas, pourquoi ils ne donnent pas de la légitimité ou cette légalité-là à leur transition, en confrontant, en allant vers le suffrage du peuple, pourquoi rester dans cette situation-là. Donc, de façon générale, si le seul reproche que la majorité des Maliens faisaient au régime de la transition était la crise énergétique, par exemple, de plus en plus, il y a d'autres points de récrimination qui sont en train de s'y ajouter, comme restriction de liberté, tentative de musellement. Voilà, donc la liste, plus on avance, plus il y a un quatrième point, cinquième et sixième point qui sont inscrits sur la liste des récriminations au régime. D'accord, oui, la dernière question. La dernière question, c'est en rapport avec l'imam Diko. Il n'est pas aujourd'hui au Mali, je pense qu'il devrait être plutôt du côté de l'Algérie. Et il a été le fer de lance de la contestation qui a, on va dire, amené le coup d'État. Aujourd'hui, il est de l'extérieur, il veut combattre, il s'érige en opposant de nouvelles autorités. Est-ce que c'est quelque chose qui marche ou bien la mayonnaise ne prend plus de sa part? La mayonnaise pourrait prendre, mais je pense que les autorités auraient des informations que le commun des citoyens n'avait pas, parce qu'il y avait une certaine jonction, une synchronisation dans les activités. Le mouvement qui a été dissous hier, par exemple, en Conseil des ministres,
ce mouvement-là devait lancer une autre activité d'envergure le 11 avril dernier. Et c'est ce même jour, soit 24 heures avant, que l'imam Dicko avait fait une vidéo à partir de l'Algérie où il revient un peu sur les conditions de l'arrestation du président Ibrahim Boubacar Keïta, avec des propos voilà, à la limite jugés subversifs par certains, parce qu'il parle de sécurité d'État, lui de sa rencontre avec le général, le numéro 1 des renseignements d'État à l'époque sous Ibeka, des échanges qu'ils ont eu à 1h, à 2h du matin, des informations qu'on ne met pas comme ça à la place publique. Donc, selon des indiscrétions ici, le pouvoir a vu une tentative de synchronisation entre la sortie de l'imam Dicko, sa vidéo à partir de l'Algérie, et puis les manifestations qui étaient en train de s'organiser à partir de Bamako. On disait même que le jour de l'arrivée de l'imam Dicko à l'aéroport, il devait y avoir un comité d'accueil, voilà, accueil monstre à Bamako, voilà, pour peut-être demander voilà, la fin de la transition. Peut-être que les autorités l'ont su et elles ont anticipé. Et c'est ce qui s'est dit. Est-ce que l'imam, la mayonnaise ne prend plus? On ne peut pas le dire officiellement parce qu'il reste très très populaire. Il est très très écouté, l'imam, par voilà, ses fidèles. Mais d'un point de vue politique, il y a eu le clash avec la majeure partie de la classe politique. Et lui aussi, il ne s'en cache pas. Il y a une certaine classe politique qu'il déteste aussi, il l'a dit dans la vidéo, raison pour laquelle il dit que lui n'avait pas souhaité retirer le pouvoir à Ibeka pour le confier à ces hommes politiques-là, les mêmes qui sont aujourd'hui encore à Bamako. Donc c'est une affaire à suivre. Donc il est en exil, l'imam Dicko, c'est ça? Il est toujours en Algérie. Non, en exil ou en séjour? Bon, pas en exil officiellement parce que lui-même, il affirme avoir été invité par les autorités algériennes pour assister à l'inauguration de la grande mosquée d'Alger et pour présenter également lui son projet d'université qu'il a sur le Mali et dans l'Afrique de l'Ouest, une université qui devrait être aussi peut-être financée, appuyée par les autorités algériennes. Exil, officiellement, c'est pas le terme qu'on entend. Oui. Oui, et d'un point de vue sécuritaire, que pouvez-vous nous dire de la situation? Est-ce qu'elle évolue? Est-ce qu'elle se dégrade? Parce que c'est aussi le principal problème aujourd'hui au Mali. Bon, le contexte sécuritaire, hein, s'il y a vraiment un bilan à l'actif aujourd'hui des autorités, c'est vraiment cela. On est loin de la période où des villages entiers étaient incendiés. Il y a eu Ogosagou 1, 2, il y a eu Sobanda où souvent on a assisté à des carnages. On est dans la période où les terroristes venaient occuper des camps entiers de l'armée malienne pendant 4 heures, pendant 5 heures. Aujourd'hui, la donne a vraiment changé. Hein. À chaque fois qu'un camp de l'armée malienne est attaqué, par exemple, la riposte... les ennemis sont neutralisés. Donc, le contexte sécuritaire aujourd'hui, vraiment, ce n'est plus comme avant, même s'il y a des poches d'insécurité, notamment au niveau de la région centre, la région de Mopti, un peu la zone de l'Office du Niger. Mais selon des informations qui viennent de l'état-major, il y a également une opération de grande envergure pour... annihiler les dernières poches de résistance au niveau notamment peut-être de la forêt de Ouagadougou, au niveau de la zone de Mopti derrière le fleuve. Donc le contexte sécuritaire, s'il y a un bilan tangible, irréprochable, même reconnu par les détracteurs de la transition, c'est vraiment le côté sécuritaire. Il y a un léger mieux à ce niveau-là. Sékou Tangara, directeur de l'information de la chaîne panafricaine Africable. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci surtout de vous être prêté à nos questions. Merci, cher confrère. Merci vraiment. Vous écoutez On refait le monde, votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'information sur Joma Media, et vous faites bien. Il nous reste plus que quelques minutes pour raccrocher. Il est d'ailleurs 17h passées de 48 minutes. À 50, nous devons rendre l'antenne. Oui, est-ce que vous avez été servi, Bokar Sansouvari? Oui, Il non. dit que l'attitude de la HAC doit être horizontale et non verticale, sinon ça peut ressembler à de la suffisance, à de la
condescendance. Alors, vous savez que la dernière fois dans le débat, j'étais de ceux qui disaient que la HAC n'a fait que se conformer. C'était une conséquence de l'acte pris par les autorités. Mais il y a une nuance qu'il a apportée aujourd'hui, c'est que dans le décret du président de ce jour-là, suspendant les activités politiques, la presse n'était pas en tant que telle visée. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Mais en même temps, je ne récuse pas, je ne déconnecte pas totalement les faits jusqu'à présent. Pour le reste, je pense qu'il a été suffisamment nuancé. Il a donné les éléments qu'il pouvait donner. Et je pense qu'on a des éléments qui nous permettent aujourd'hui de mieux cerner le contexte malien. Je vais dire, parce que oui, c'est vrai, on ne peut pas déconnecter les deux. C'est vrai que le décret n'avait pas besoin de sortir ça explicitement, mais on a vu ici ce qui s'est passé quand le président Alpha a dit ne donnez pas la parole à Bokar Souma, au syndicaliste à Bokar Souma à l'époque. Pour lui, il le considérait comme étant peut-être, à l'époque c'était quoi, un rebelle, qu'il ne fallait pas donner la parole à un rebelle. Et donc quand une autorité comme ça, un président fait un décret pour dire que les activités des partis politiques sont suspendues, peut-être que de la compréhension du président de la HAC qu'il a fait avec excès de zèle, ça il faut le dire, c'était de dire aussi que oui, puisque les activités sont interdites, donc ne couvrez pas aussi leurs activités, sinon vous serez en train de couvrir des activités d'un mouvement interdit. C'est comme l'histoire mais surtout l'exemple qu'il a donné, c'est pas parce qu'une activité politique est interdite que sa couverture peut être interdite. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. Les gens ont essayé ici aussi. Les gens, mais ils n'ont pas eu le même kilo, je ne vais pas dire ça, pardon, ils n'ont pas eu, je veux dire, le même poids que ce qui se passe au Mali. Les gens ont interdit ici le FNDC. Vous savez que le FNDC a été interdit dans un acte officiel. Dissous, voilà, il a été dissous, mais on continue à dire à donner la parole. Et les autorités elles-mêmes ont continué à adresser des courriers, à mentionner le mot FNDC. Voilà. Je pense que de part et d'autre, que ce soit le décret lui-même, c'est un excès. Et moi, j'ai vu l'ancien ministre de la Justice, je pense que c'est l'ancien ministre de la Justice du Mali. C'est Konaté, oui, qui est l'avocat là. Ismaël Konaté. Ismaël Konaté, je l'ai vu sur France 24, il parlait de cette question-là. Apparemment, c'est la première fois qu'au Mali, qu'un président aille jusqu'à dissoudre les activités des partis politiques. Interdit, pardon. Suspendre. C'est quand même extraordinaire ce qui se passe dans ces pays en transition en ce moment. Vous voyez bien que... D'accord, on va donner la chance à... en 30 secondes. Oui, moi, ce que je lis aussi entre les lignes, c'est que la presse malienne, peut-être, si ce n'est que la suspension, on va dire, des activités politiques, à ce niveau-là, ce n'était pas comme si la restriction des libertés était totale, parce que j'ai compris que réellement... Mais c'est comme ici, quand les activités politiques ont été circonscrites au niveau des QG, la presse n'a pas trouvé d'objection. La presse a continué de couvrir ses activités. Mais elle a été très critique à l'encontre de ces... Oui, mais c'est comme là-bas aussi, on dénonce, mais on ne peut pas imposer ce qui a été décidé par les autorités. L'autre enseignement qu'on tire, c'est qu'il y a la HAC quand il y a les médias, il y a la HAC quand on accepte. Ce qui est en train de se passer en ce moment-là, ça sous-entend. C'est quand nous-mêmes on reconnaît l'autorité de la HAC que la HAC devient forte et elle peut agir. Maintenant qu'on la désavoue, d'ailleurs les gens intensifient les émissions politiques et elle ne peut rien. Dernière précision, là-bas c'est président de la transition. Le président de la transition. D'accord. Bonsoir. Aminata Konté obtient une liberté provisoire sous contrôle judiciaire, mais la décision n'est pas encore effective. On peut dire comme ça, la décision n'est pas encore effective. Peut-être que ça a été prononcé au tribunal, mais ça n'a pas encore été exécuté. Voilà, ça en est terminé pour ce autre numéro de l'émission Refait le Monde. Demain vendredi, vous serez en compagnie de ce autre rendez-vous qu'on appelle les brouillés. Cette fois-ci, ça sera avec le duo Kerno Amadou Kamara et Sekou Keita. Merci encore une fois d'être dans notre et portez-vous bien.